L'exercice de l'armée de l'air et de l'espace Pégase 25 bat son plein. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de nous intéresser un petit peu à cette montée en puissance de l'armée de l'air qui commence à revenir vers ses sources, à savoir les grands exercices qu'elle pratiquait pendant la guerre froide. Et là, c'est un retour aux sources de la dispersion, mais également, dans le cas de Pégase, de la projection de puissance, non plus vers le Pacifique, d'où rentre le porte-avions Charles de Gaulle, mais vers le nord et des nouveaux membres de l'OTAN, les Suédois pour être précis. Et c'est pas la première fois de l'année que des Rafales visitent la Suède. Allez, on parle de tout ça juste après le jingle. Le mercredi 23 avril, on apprenait de sources officielles que l'armée de l'air lançait l'exercice Pégase 25. Pégase, c'est pour projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est. Et pour faire mentir la géographie, ce Pégase 25 part vers le nord, vers la Suède, après derrière la Pologne et ensuite la Croatie. C'est pas tout à fait l'Asie du Sud-Est, mais c'est pas grave, ils ont gardé ce terme-là. Et en parallèle, la troisième escadre, basée à Nancy, avec ses Mirage 2000D RMV, rénovés à mi-vie, mettait en œuvre ce nouveau principe qu'on appelle l'exercice JAD. JAD pour jaillissement d'escadre. Je pense que le prochain exercice de l'armée de l'air et de l'espace s'appellera Opération Ninja. L'opération Ninja. Pour commencer avec les Mirage 2000D, ils se sont projetés un petit peu partout où ils pouvaient. Pourquoi? Parce que malheureusement, si on compare le nombre de bases qui existent de nos jours en 2025 avec ce qu'on avait à la grande époque pendant la guerre froide, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous rappelle qu'environ 80% ont fermé. Toujours est-il, l'armée de l'air est très sympa et nous dit exactement où ils ont projeté leur Mirage 2000D. Salon de Provence, Avord, Luxeuil, Rochefort, Orléans. La seule surprise vraiment, c'est Rochefort et c'est une très bonne chose. À Salon de Provence, je vous rappelle que c'est là où il y a la patrouille de France, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et l'école de l'air. Avord, c'est là où vous allez retrouver les avions radars, les fameux AWACS. Luxeuil, les Mirage 2000-5. Rochefort, tout ce qui est l'école de formation des sous-officiers, absolument indispensable au fonctionnement de l'armée de l'air et de l'espace. Et anciennement, il y avait une base navale. Il y a d'ailleurs un musée très sympa. Et Orléans, vous allez retrouver les A400M. Mais la grosse spécificité de ce déploiement, c'est d'envoyer également le soutien. Et c'est là où c'est très intéressant que l'armée communique autant sur ce type de manœuvre. Au-delà du visage des équipages, vous connaissez mon avis sur ce sujet, je pense qu'on ne devrait pas montrer les visages des équipages d'active. Vu le nombre de bases que l'on a et le nombre de pilotes, c'est très facile après de les retrouver. Cet exercice a fait l'objet de fortes communications de la part de l'armée de l'air et de l'espace, qui nous gratifie de vidéos qui nous expliquent tout ça, et notamment qui nous permet de voir le tableau de briefing, j'ai même envie de dire de brainstorming de l'opération, où vous retrouvez des informations assez lunaires, comme le numéro de téléphone militaire du chef de l'exercice, ou beaucoup plus intéressant, sachant que désormais la disponibilité des avions de combat est classifiée, vous avez le décompte par escadron d'avions qui vont être desserrés. Mais si vous voulez mon avis personnel, le plus lunaire dans cette communication que l'on voit depuis maintenant environ 5 jours, c'est le fait que vous pouvez quasiment faire le trombinoscope de nos escadrons de combat en 2025. Et si vous voulez le terminer, vous allez faire un tour sur LinkedIn, mais ça, on en a déjà parlé. Vous noterez dans la déclaration du colonel qu'à aucun moment il n'est question d'armement, soit pour des raisons de confidentialité, qu'on comprendrait tout à fait, soit parce que, à l'instant T, l'armée de l'air et de l'espace n'en est pas encore à ce step-là, mais que de chemin parcouru depuis quelques années pour regagner en capacité opérationnelle, capacité qui, je n'insisterai jamais assez, était présente durant la guerre froide, avant les décisions de réduire drastiquement le format de nos armées et notre nombre de bases aériennes. Le point vraiment très intéressant que nous montre la communication également, c'est ce qu'ils mettent sous les ailes. Et là, en termes de réalisme, ça nous permet également aussi de nous interroger sur le concept de jaillissement qui est face à une certaine difficulté, qui est si je dois disperser immédiatement mes avions, comment est-ce que je fais pour disperser également leur armement? Car un Mirage 2000D, c'est très bien, et on les voit se disperser avec pour la plupart un Mika IR d'autoprotection. Donc un missile, c'est bien. Pour sa protection, c'est excellent. Pour certains, les potes Damoclès, mais un Mirage 2000D sans armement ne va pas être très utile. Et donc ce qui est important de voir, et d'où l'importance, et l'armée de l'air insiste dessus, du soutien, vous devez, quand vous vous dispersez,
non seulement pouvoir maintenir vos vecteurs, vos avions en état de vol, mais si vous souhaitez les utiliser pour le combat, vous devez également disperser vos armuriers, vos munitions. Et là, sur 5 sites, c'est pas facile, et c'est d'ailleurs pour ça que l'armée de l'air et de l'espace s'y rentraînent. Tout ça fait partie d'un grand concept qu'ils appellent le MORAN, la mise en œuvre réactive de l'arme aérienne, et c'est une excellente chose. J'aime bien parler de guérilla aéronautique, on parlait de ça dans Au-delà de l'Ukraine, c'est une des leçons qu'on avait tirées dans ce livre pour la protection de la France, donc vous pouvez me voir que ravi de voir que maintenant on remet au goût du jour ce type d'exercice qui est indispensable. Maintenant on va se focaliser un petit peu sur Pégase. Mais juste avant de parler de Pégase, je voudrais vous parler un petit peu de la philosophie américaine, justement, de ces dispersements, de ces jaillissements d'escadrons. Parce qu'en fait, les Américains n'ont pas attendu le retour d'expérience de l'Ukraine. Ils ont le concept ACE, Agile Combat Employment, donc un emploi agile du combat de l'arme aérienne, mais ils ont également Rapid Raptor, et ça existe depuis 2013, donc vous voyez, ça remonte un petit peu. Rapid Raptor, c'est un concept assez sympa. Vous prenez deux F-22, donc de supériorité aérienne, vous les faites accompagner par un C-17, qui n'est absolument pas un ravitailleur, et ça part. Et par exemple, en 2013, ils ont pris deux F-22 avec un C-17, ils les ont projetés d'Alaska en Australie. Et quelle était leur idée? Leur idée était de ravitailler au sol les F-22 avec le carburant en réserve dans le C-17. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous montre l'agilité que l'on peut mettre en œuvre dans la troisième dimension en sortant un petit peu du contexte et du cadre que l'on connaît actuellement. Un avion ravitailleur n'est pas obligé d'avoir un tuyau pour vous ravitailler en vol. Vous pouvez partir avec un avion qui, une fois posé sur une base ou sur un terrain civil, vous siphonnez le réservoir, vous transférez le carburant. Les Américains l'ont testé avec Rapid Raptor. Et en parallèle de tout ça, les Américains travaillent notamment avec le corps des Marines sur les EABO, Expeditionary Advanced Base Ops, pour faire très simple, ils projettent très rapidement des Marines pour s'occuper d'une base, la défendre, permettre aux avions de venir, d'y opérer, de repartir et de changer de base. Donc c'est un concept vraiment d'agilité sur lequel toutes les armées occidentales travaillent de plus en plus. On en revient à Pégase. Pégase qui a commencé en 2022 avec un petit volume, c'est parti en Nouvelle-Calédonie avec 3 Rafales, 2 A330 MRTT et un A400M. L'année d'après, en 2023, parti pour 40 jours entre juin et août avec 2 fois plus de Rafales, 330 A400M. Ils sont allés à Guam, ils se sont même projetés à 1300 km de Guam à Palo. Et l'année dernière, en 2024, c'était l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Malaisie. Bref, ils ont fait le tour du monde des deux côtés avec 19 avions pendant 50 jours. Grosse montée en puissance. Et là, c'est intéressant de voir qu'après avoir démontré cette capacité à projeter du vecteur, je vous rappelle que les Rafales sont vecteurs nucléaires n'importe où sur Terre, et bien là, pour 2025, il a été question d'envoyer tout ça cap au nord. Ce que l'on sait, c'est que cette opération a lieu du 22 au 30 avril, que des avions sont partis de Mont-de-Marsan, on a la 30e escale avec les monoplaces, où sont partis également de Istres, avec les A330 MRTT, de Saint-Dizier, avec les forces aériennes stratégiques, qui peuvent à la fois faire du stratégique, donc du nucléaire, mais également faire du conventionnel, et également de Orléans, on l'a dit, les A400M. En Suède, tout le monde s'est posé à Kalox, et c'est une piste que les pilotes de Rafale connaissent, car regardez ces images, ce sont des avions de la Baltic Air Policy, qui étaient il y a quelques mois là-bas, et à force de faire de la communication, ça nous révèle des informations. Et ce que l'on peut voir en analysant toutes ces images données par la com de l'armée de l'air, qui ont été validées, c'est que les avions qui font de la Baltic Air Policy, les pilotes, ont le petit viseur de casque. Alors que dans le cadre de Pégase 25, certains pilotes, on le voit au niveau de leur casque, n'ont pas ce viseur de casque. Donc on vient d'apprendre, grâce à ces images, que toute l'armée de l'air, même quand elle se déploie, ils n'ont pas tous ce viseur de casque. À côté de ça, grâce aux images, on peut également voir que les A400M récupèrent du matériel, mais, on parlait des munitions tout à l'heure, quand vous déployez comme ça 6 Rafales, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de munitions qui suivent. Et donc là, c'est intéressant également de regarder ce qu'il y a sous les ailes. On voit les gros bidons, on voit pas beaucoup de missiles, on voit sur certains un Mika EM, sur d'autres du Mika IR, sur certains un de chaque, mais on voit que les avions sont très peu équipés. Et comme on le sait, un avion très équipé avec beaucoup de matériel sous les ailes consomme beaucoup plus qu'un avion qui n'a
rien sous les ailes. Pareil au niveau des images de la communication, on voit un armurier de la base 113, donc là c'est Saint-Dizier, à côté d'une bombe. Si cet avion partait en vol avec la bombe, peut-être qu'ils sont allés tirer en Suède, on ne sait pas, on n'a pas plus d'infos, ils nous montrent cette bombe, mais ça nous permet de nous rappeler que lors de ces exercices de jaillissement et de dispersion, la dimension armement est extrêmement importante et surtout extrêmement lourde. Un Rafale peut prendre 6 A2SM, qui sont des bombes de 250 kg. Ça vous fait 3 tonnes. Si vous partez avec 6 Rafales, imaginons dans un monde merveilleux, un Rafale, ça peut prendre sans aucun souci 6 missiles. Allez, on va prendre 4 missiles RR par Rafale. Soyons fous, chaque Rafale veut 4 missiles RR et 6 bombes. Super grosse configuration. Vous partez avec 6 Rafales, vous devez faire 5 missions de guerre où vous tirez tout. Mettez-moi dans les commentaires combien ça fait 2 missiles et 2 bombes. L'objectif, en fait, c'est de vous montrer à quel point l'arme aérienne est consommatrice de logistique. Et c'est l'objectif de ces exercices, de projeter des avions. Mais après, il ne faut pas rentrer dans un biais de supériorité en disant « on sait projeter des avions ». Le jour de la vraie guerre, non seulement vous devez projeter des avions, mais vous devez également projeter de l'armement. Et dans la marine, on peut vous en parler. Moi, j'ai connu au combat des tensions sur la chaîne logistique alors que c'était de la guerre dissymétrique. Pour réussir à avoir assez de bombes à cause du rythme auquel on ouvrait le feu, il faut avoir conscience que la guerre, c'est pas juste un combat pendant 1 heure. Tout engagement du feu peut se retrouver à monter. Et là, vous pouvez avoir les meilleurs pilotes de chasse du monde. S'il n'y a pas la chaîne logistique derrière, s'il n'y a pas toutes les munitions, vous ne pouvez rien faire. Vous avez un barillet vide. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous sensibiliser sur ces exercices, sur cette montée en compétence de l'armée de l'air qui revient un petit peu aux bases, mais également sur ces nouveaux talons d'Achille que l'on a, tout simplement parce qu'on a énormément réduit notre format d'armée. Là où avant on avait des bases un petit peu partout avec des soutes-munitions, avec de l'armement, avec du personnel, maintenant il faut réapprendre cette agilité, mais avec des moyens qui sont moindres et avec des soutes-munitions et de l'armement qui est moins dispersé partout dans notre pays. Quand on commence à réfléchir un petit peu à l'utilisation de l'armée aérienne en termes de consommation de munitions ou de bombes sur des situations de guerre, on se rend compte à quel point il faut anticiper, à quel point la chaîne logistique est importante, à quel point le soutien est le nerf de la guerre. Et s'il y a une chose sur laquelle vous pouvez être sûr, c'est que la guerre se gagne grâce au soutien. Alors je vous ai dit volontairement cette phrase parce qu'il y a une citation connue chez les militaires qui dit « Ce n'est pas grâce à la logistique qu'on gagne les guerres, mais c'est souvent à cause d'elle qu'on les perd. » Et sinon, j'aurais pu vous citer un général très connu, Eisenhower, qui a dit « Lorsque la logistique dit non, c'est elle qui a raison. C'est le plan d'opération qu'il faut changer. » Pour rappel, c'est Eisenhower qui a planifié le débarquement et il a fini 34e président des États-Unis. Donc dès qu'on vous parle de projection de puissance, dès qu'on vous parle de projection de troupes au sol, d'avions, de défense aérienne, eh bien il faut non seulement penser au combat instantané, mais surtout penser à nos capacités de projection de logistique et de tenue de la chaîne logistique, car c'est ça le talon d'Achille de tout combattant. Les 9 à 10 militaires qui gèrent le soutien derrière lui et sans qui notre combattant ne peut pas rester au contact. J'ai voulu faire la part belle à l'armement sur cette vidéo, mais vous comprendrez aisément qu'au vu de la consommation d'un avion de combat, la logistique du carburant est également quelque chose d'absolument critique et que ce n'est pas par hasard si les armées disposent de leur propre service d'essence et de leur propre réserve stratégique. Vous pouvez avoir la meilleure flotte d'avions de combat au monde, si vous n'avez pas de munitions à tirer, pas de pétrole, game over. Je vous dis à très vite sur la chaîne, et d'ici là, fly safe.